Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, les salariés de la TAN en colère face aux incivilités et aux violences récurrentes dans les transports nantais, nous les entendrons dans quelques instants. Nous reviendrons également sur le recours contre la consultation locale des Anti-Notre-Dame-des-Landes, débouté par le Conseil d'État. Enfin, les skippers du record SNSM sont de retour ce lundi à Saint-Nazaire. Nous irons sur place dans ce journal. Les conducteurs de la TAN ont donc déclenché leur droit de retrait à un mouvement de grève spontanée pour dénoncer l'agression d'un de leurs collègues ce samedi dans le quartier Bellevue. Pas de tram donc ni de chronobus. Ce mouvement repose sur des revendications récurrentes. Ces derniers mois, ils exigent plus de sécurité dans leur transport et ils devraient continuer la grève demain mardi. Les explications d'Éric Egon. À l'arrêt depuis ce matin, les bus et tramways de la TAN risquent de rester au dépôt également demain. Une décision prise suite à l'agression survenue samedi soir, quartier Bellevue, sur la ligne 1 de tram. Ce matin, une réunion s'est tenue entre la direction de la Sémitane, les représentants syndicaux et la police municipale, sans qu'une solution concrète n'en ressorte. Les moyens limités dont nous disposons, aussi bien la police nationale que la Sémitane, nous les orientons, nous les mettons plutôt en priorité dans les secteurs où nous avons des échos comme quoi il y a des difficultés. C'est ce que ce matin la police nationale s'est engagée à faire. C'est ce que nous allons faire avec nos propres moyens de prévention. C'est une réponse malheureusement à moyens constants. Nous n'aurons pas d'ici demain matin 50 agents de prévention de plus ou 50 policiers de plus. Donc nous sommes bien dans l'utilisation optimum de moyens qui sont contraints. Bon, on sait très bien que c'est très difficile. On ne peut pas mettre un policier dans chaque bus, on ne peut pas mettre un policier dans chaque tramway. Donc on sait bien que c'est des épiphénomènes à chaque fois. Aujourd'hui c'est ce quartier-là, demain ce sera peut-être un autre. Et si demain ce soir ou demain soir la police est dans le quartier de Bellevue, c'est peut-être sur Malakoff ou sur Nantes-Nord que ça va se produire. Donc on est devant des phénomènes un peu de société et qu'il est bien difficile d'endiguer. La direction de la TAN conseille aux usagers de consulter son site internet pour connaître l'état du réseau demain matin. Les anti-aéroports à Notre-Dame-des-Landes perdent le premier round de leur bataille judiciaire. La CIPA et le CEDPA avaient déposé un recours devant le Conseil d'État pour tenter de faire suspendre la consultation locale du 26 juin prochain. Leur demande a été rejetée. Les explications de Denis Vanier. Les 9 juges du Conseil d'État auront donc suivi le rapporteur public. Pas question d'annuler la consultation du 26 juin, une nouvelle déconvenue judiciaire pour les opposants qui s'étonnent de cette décision. Une seule phrase, c'est que le Conseil d'État finalement valide une consultation sur un projet déjà décidé par l'État, alors que la loi prévoit une consultation sur un projet à venir. Forcément déçu parce que j'étais convaincu de la force de nos arguments et du bien fondé de ceci. Mais la partie n'est pas terminée. Le Conseil d'État doit examiner mercredi 2 recours déposés contre l'ordonnance du 21 avril qui rend possible ce type de consultation. Simple diversion pour les défenseurs du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas honnête de faire ça. Il y en a un peu marre et je pense que les électeurs ont compris ça. Et je dis aux électeurs, allez voter dimanche prochain et dites que vous en avez marre de l'utilisation juridique de ces recours qui ne servent personne, qui font perdre du temps et qui coûtent cher. Mais si mercredi la haute juridiction donne raison aux opposants, le préfet devra annuler la consultation et prolonger ainsi la saga de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'un des piliers de la campagne de Bruno Retailleau. Le Conseil régional va lancer son pacte sur la ruralité, un dispositif censé dynamiser les zones rurales et limiter la désertification commerciale et médicale. Pour l'opposition, cette annonce est insuffisante. Elle s'inquiète également des risques de favoritisme. Jean-Michel Naga. La région va se pencher sur le sort des communes rurales. C'était l'un des engagements de campagne de Bruno Retailleau, un pacte pour la ruralité. Il sera composé de 37 mesures. S'il y en avait quelques-unes à retenir, c'est pas de désert numérique. Pas de désert numérique avec la fibre demain, mais surtout, dès aujourd'hui, pas de désert numérique avec la téléphonie mobile. On a encore trop de zones blanches ou de zones grises dans la région. C'est en même temps pas de déserts médicaux. C'est terrible ça. Il y a 1 Français sur 5 au niveau national qui renonce à se faire soigner, faute d'accès à des médecins généralistes notamment. Parmi les autres mesures qui seront soumises au vote cette semaine, la possibilité pour les communes de moins de 5 000 habitants de demander des aides financières, 50 000 € au maximum. Pour des investissements locaux, l'opposition parle de saupoudrage. De leur point de vue, cette méthode est contraire à l'esprit de la politique régionale. Ce n'est pas des élus qui font la queue devant le bureau de M. Retailleau pour demander leur petite subvention, pour demander leur chèque. Ça, c'est la vision du siècle passé. Ce n'est pas cela qu'attendent
les acteurs, les habitants, les élus du monde rural aujourd'hui. Ça peut pousser vers le clientélisme, c'est-à-dire que l'élu qui a les bonnes entrées à la région, il va pouvoir émarger à pas mal de dispositifs et avoir récupéré des sous pour sa commune. L'élu d'à côté qui a de moins bonnes entrées à la région, ou du moins aussi qui a moins de capacité pour monter des projets parce que il a moins de personnel pour le faire, et il va y avoir moins de sous. Symbole de ce pacte pour la ruralité, les sessions de jeudi et vendredi ne se dérouleront pas ici à Nantes, mais au Loroux-Béconnais, une petite commune de moins de 2500 habitants dans le Maine-et-Loire. L'une des images du week-end, c'est l'opération Nantes à cœur organisée dans le centre-ville par la municipalité pour tenter de rassurer les commerçants. Ces derniers estiment que les nombreuses manifestations anti-loi travail ont plombé leur activité. Alors c'était opération reséduction ce samedi avec des animations gratuites, des promotions en magasin et des transports en commun gratuits toute la journée. Et puis au musée d'Aubray, l'ambiance était un peu plus proto-historique avec la reconstitution d'un camp gaulois dans les jardins du musée d'Aubray. C'était à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie. Le public a pu observer la cuisine du 1er siècle avant notre ère, mais aussi le métier de forgeron et l'armement de l'époque. Boucliers et lances étaient maniés sur le champ de bataille. Cette reconstitution était organisée par l'association Les Ambiani. À Saint-Nazaire, les skippers du record SNSM sont arrivés à bon port. 31 équipages se sont élancés ce dimanche à 16h30 dans 4 catégories différentes. Parmi elles, les IMOCA, les navires du Vendée Globe. Et la classe ultime, celle des trimarans de course au large. Olivier Caillé était à l'arrivée de cette 12e édition. Regardez. Il est un peu plus de 13h lorsque Prince de Bretagne, le trimaran de 24 mètres, franchit la ligne du record SNSM. Il fait partie des 2 seuls bateaux de ce type inscrits dans la catégorie ultime. Près de 24 heures de course qui ont laissé des traces pour l'équipage de Lionel de Monchois. C'était une belle course, un peu fatigante mais sympa. Ça a été assez soutenu toute la nuit en vent. Le début était assez mou et c'est rentré au fur et à mesure de la nuit. Jusqu'à 29 nœuds de vent au lieu de 22, ce qui était prévu normalement. Des vitesses rapides et inhabituelles pour cette 12e édition du record SNSM. Mais sur les 31 équipages inscrits, tous ne sont pas logés à la même enseigne. On a des bateaux pour le plus petit qui fait 6,50 m, qui a des vitesses de 5 nœuds, c'est-à-dire moins de 10 km/h. Et on a ce qu'on appelle les ultimes, donc les gros trimarans de course au large qui font 30 mètres de long, 20 mètres de large. Et eux qui font des moyennes de 20 à 25 nœuds, c'est-à-dire presque 50, 60 km/h. Donc du coup, en tant que direction de course, pour que tout le monde rentre à peu près dans un même créneau de temps, j'adapte les tailles de parcours. Donc j'ai des parcours qui font 130 000, donc à peu près 250 km pour les plus petits, jusqu'à 430 000 pour les plus grands, presque 800 km pour les plus grands bateaux. Et dans ces conditions et au-delà du plaisir pris par les skippers, la course a un autre intérêt. Pour savoir où on en est aussi sur le bateau, dans les manœuvres, dans l'équipage. Donc ouais, c'est pour se confronter un peu aux autres de la même catégorie. Et se préparer notamment pour les classes IMOCA au Vendée Globe qui s'élancera en novembre prochain. Le Hellfest s'est achevé ce dimanche et c'est le groupe Black Sabbath qui a conclu ces 3 jours de festival. Les chiffres officiels de la fréquentation ne sont pas encore tombés, mais cette année encore, ils étaient bien plus de 100 000 à Clisson, rien que pour les beaux yeux du métal. Au programme, beaucoup de décibels, des décors de folie et un public un peu azimuté. Voici quelques morceaux choisis de ce Hellfest 2016 avec les images de Mathias Hubert. Quoi. C'est à la fois vacances, à la fois métal, à la fois copains, à la fois bière. Where do you come from, guys? Austria. Oh, as we say, Autriche. Autriche.
Et l'année prochaine, le Hellfest aura lieu les 16, 17 et 18 juin. Rendez-vous à l'automne prochain pour les premiers noms de l'édition 2017. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. À demain.